Je crois que donc Pierre Morel va nous rejoindre à notre tribune et je vais vous laisser ma place. Non, mais il va rester là. D'accord. Mesdames et messieurs, rude exercice vraiment que d'essayer de tirer des conclusions d'une rencontre exceptionnelle. Vous mesurez bien et saluons votre persévérance tous ensemble. Ça fait plus de 10 heures que nous sommes ensemble et on a pratiquement à peine soufflé au moment du déjeuner puisque beaucoup de conversations se sont poursuivies et de rencontres ont été possibles, ce qui faisait partie de cet exercice. Je voudrais d'abord vous dire que je le fais par consensus, mais que nous avions prévu que Mireille Delmas-Marty, présidente d'honneur de l'Observatoire Pharos et ancienne professeure émérite au Collège de France, devait conclure. Elle l'aurait fait évidemment avec une ampleur de vue. Elle a été notre inspiratrice, elle l'est dans notre travail après avoir été notre présidente effective. Et donc, c'est bien modestement que je vais présenter quelque chose de beaucoup plus court et un peu télégraphique en quelques points. Enfin, précaution, je ne suis pas un spécialiste de la région et je suis très soucieux du travail et de l'expérience de terrain. Il se trouve que mon seul lien avec ces circonstances-là, ça a été la fin de la guerre Irak-Iran où pendant des mois, j'ai négocié et essayé de négocier aux Nations Unies un consensus pour une convention d'interdiction, enfin une conférence spéciale à Paris d'interdiction des armes chimiques. Et donc, je suis passé par la méthode de négociation irakienne et iranienne pendant des mois et finalement, on a pu interdire les armes chimiques. Donc là, j'ai, oui, appris un peu à distance un certain nombre de choses. Et l'autre élément, parce qu'il y a des points communs fascinants dans tout ce que j'entends, ça fait 4 ans que toutes les 2 semaines, je suis à Minsk pour essayer d'être un des médiateurs au titre de l'OSCE du conflit entre l'Ukraine et la Russie autour du Donbass. Et je dois dire que les similitudes sont impressionnantes. Elles nourriront un peu certaines de mes remarques. Mon premier constat, ce colloque est hors du commun. Je crois que nous pouvons le reconnaître par plusieurs aspects. Il a été marqué par une certaine gravité. Et comment ne pas avoir ce regard un peu grave devant les drames que nous avons évoqués tout au long de ces très riches tables rondes. Il était remarquablement également par sa densité et son intensité. On a senti à quel point les passions étaient présentes, toujours très fortes, et les douleurs intenses. Donc, nous avons porté le lien, je dirais, avec beaucoup de ces drames qui ont été évoqués de façon très franche. Il est marqué également par quelque chose que je voudrais saluer, c'est le courage de ceux qui se sont exprimés venant de la région. Et permets-toi, je crois que je peux le dire au nom de tous les Parisiens et de tous ceux qui ont été autour de cette équipe diverse, c'est un honneur de pouvoir réfléchir ainsi avec vous. Et vraiment, nous vous devons tous un très grand merci. Alors, il faut pour cela rappeler que ce colloque a commencé à Bagdad et à Najaf. Nous ne serions pas réunis comme ça si nous n'avions pas cette question, la première question de l'étudiant de Bagdad, et comment sortir, comment ça s'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a une demande, et nous essayons d'y répondre. Ça n'est qu'une étape dans les réponses, mais nous voyons bien à travers tout ce qui a été redit aujourd'hui qu'il est la réponse et une attente de toute une génération, et une génération qui ne peut pas actuellement aujourd'hui regarder l'avenir de la même façon à Bagdad, à Najaf ou à Mossoul, et à Damas ou à Alep ou à Homs. C'est ainsi, mais au moins en croisant ces réflexions, on a tous le sentiment de s'être enrichis. Alors, je voudrais dire aussi que l'Observatoire Pharos, modeste mais très, très engagé dans toute cette affaire, a commencé, le noyau s'est formé au moment des attaques contre les Chaldéens d'août 2008. Et c'était déjà Marc Stinger qui nous a rassemblés. Nous nous sommes dit, à ce moment-là, on est hors des violences que l'on peut à peu près reconnaître. Quelque chose se passe, et c'est ainsi que, sur un mode pluriconviction, dans une association de droit commun, 1901,
des religieux et des non-religieux se sont rassemblés. Alors, on a eu un colloque riche en témoignages, en questionnements et en même temps en réponses de chercheurs. Je crois qu'il faut remercier cet apport de la recherche. Et là, on est vraiment au sein du Collège de France, la recherche en train de se faire. Et en même temps, élément original, nous avons cherché en ayant des appartenances très différentes. Ça n'est quand même pas tous les jours, je ne vais pas vérifier, qu'au Collège de France, on a Pax Christi, l'œuvre d'Orient, Aide à l'Église en détresse et bien d'autres représentations de communautés religieuses. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ou 20 ans, ça aurait été aussi aisé à faire. Après tout, c'est la force du Collège de France. Ça a été rappelé qu'il y a, avec plus de 5 siècles, et vraiment 5 siècles ou presque, a été toujours un lieu de rencontre. Mais je crois que c'est important que entre instances très différentes, institutions, associations, communautés religieuses, militants de tous ordres, on cherche ensemble. Et dans une situation aussi complexe, je crois que c'est très important. Alors, dernière remarque sur ce colloque, je me suis interrogé sur le titre. Effectivement, nous sommes allés un peu vite, comme l'a dit Antoine. Il aurait peut-être fallu rajouter un point d'interrogation. J'ai essayé de prolonger. Au fond, je me suis dit que ce que nous avions traité, c'est la France et le Moyen-Orient entre violence et espoir. Violence au pluriel et espoir, point d'interrogation. Je crois que c'est à peu près là qu'on s'est situé. Et puis ensuite, je me suis dit, au vu des séances, la séance de cet après-midi, notamment la troisième, que c'était aussi entre violence au singulier et espérance au singulier. Parce que tout ce que nous avons pu entendre et partager sur le drame absolu de la violence, des massacres, de l'extermination, l'espoir n'est pas le mot qui convient. Et donc, on a, je crois, rassemblé là des choses très fortes. Donc, ce colloque traduit une ambition, esquisse un projet, et il faudra voir comment poursuivre. Mon deuxième point, très vite, et là, nous rejoignons et on se sent complètement en phase avec tout ce qui a été dit sur toute la question de ce qu'on appelle la régression identitaire, qui n'est pas, c'est pas simplement une affaire religieuse. C'est un phénomène beaucoup plus profond qui fait partie du monde contemporain, je crois qu'on peut dire que la mondialisation technologique entraîne une sorte de régression psychique. C'est même pas simplement social, psychologique, c'est psychique. Ça va chercher très loin et la violence accentue ces phénomènes-là. Et tout ce qui a été dit sur le dommage psychique de ces conflits est à retenir. En même temps, il a été dit et souligné que cette régression, cette essentialisation dans les stéréotypes est une aberration. Aucune identité n'est exclusive. Toute identité est multiple, de la personne à la collectivité, à toute communauté. Et donc, on voit bien là une espèce de dérive, de pathologie, de perversité, parce que c'est organisé. Il y a la souffrance et à ce moment-là, effectivement, la régression. Il y a aussi la construction de la régression. Et donc, je crois qu'il faut vraiment mesurer à quel point ce repli sur soi fait partie des processus globaux dans lesquels nous sommes, au-delà même de la région. Le bouddhisme pacifique, quand vous voyez ce qu'il a donné en Birmanie, vous voyez bien que même ceux qui peuvent nous paraître symboliquement les plus immunes, ils tombent avec un acharnement que toute la crise des Rohingyas, que nous avions repéré il y a déjà 7-8 ans, était en train d'organiser. Alors, à partir de là, il y a un trauma. Eh bien, il faut se tourner peut-être vers tout le savoir et toute la science médicale, psychologique, psychanalytique, toutes les ressources. Il faudra y revenir. On n'allait pas le traiter ici, mais je crois qu'il faut quand même signaler qu'on a là une maladie de notre siècle qui ne sera pas facile à traiter. Et ça n'est pas toutes les grandes figures
de la recherche psychologique qu'il y a un siècle de Freud à Piaget ou autres qui nous donne forcément les réponses. Donc il y a de la recherche à entreprendre vers ces maladies de la régression identitaire telles que nous allons devoir porter. Ensuite, dans les réponses, je laisse de côté la politique, d'abord parce que nous l'avons encore fraîchement dans les présentations qui ont été faites. Je ne connais pas la région et en même temps, en tant que diplomate, je ne peux que souscrire aux propos à la fois informés et sages qui ont été dits. Mais je reviens sur une formule que M. Semelin, sur laquelle il mettait en garde, les mots qui tuent. Oui, les mots ne tiennent pas la gâchette, c'est vrai. Mais prenez tous les drames et tous les massacres des dernières décennies, l'alerte est toujours venue par les mots qui tuent. De Radio Mille Collines à la presse yougoslave, c'est là que vous avez, et je pourrais citer d'autres exemples que j'ai vus de très près au Kyrgyzstan ou ailleurs, ou au Tadjikistan, le déni de l'autre par des mots qui remontent, certains qui ont été oubliés pendant un siècle. Et je peux le dire, dans la vallée de Osh, au Kyrgyzstan, on a vu réapparaître des mots qui n'existaient plus, ou que les gens avaient de la peine à décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le marquage des maisons pour préparer les massacres. Donc, il y a comme une espèce de nom de code où on réveille des choses extrêmement profondes. Ensuite, ça veut dire qu'il faut travailler sur la mémoire profonde. Cela a été dit à plusieurs reprises. Et un siècle, c'est pas trop. Et il faut aller le chercher. Non pas pour en abuser, et là, c'est la médication et le bon emploi du poison, mais si on ne remonte pas à quelque chose qui apparemment n'est plus dans les mémoires, mais dans les comportements. Nous l'avons vu avec l'Observatoire Pharos, on est remonté au rapport de Savigny de Brazza en 1904, rapport qui n'a été jamais employé, qui était mis de côté. Eh bien, on comprend beaucoup de ce massacre qui avait commencé en 2013 avec l'arrivée des Séléka. Donc là, il y a du travail à faire. Mais du côté des historiens, de l'éducation, les commissions d'historiens, c'est quelque chose qui est toujours possible et que l'on peut mobiliser, et quand même, l'expérience est en général profitable. J'ai entendu parler aussi du Conseil des sages. Il y a là des options possibles, mais il n'y a pas de solution toute faite. Des lois, oui. Des codes, oui. Dans la terre d'Hammurabi, comment ne pas dire qu'un bon code de procédure pénale, c'est une garantie de paix civile. Et ce n'est pas simple de réformer un code de procédure pénale, etc. etc. Donc, l'outil, le recours aux lois est indispensable. Là, une remarque. On a entendu plusieurs fois la remarque, l'unité dans la diversité. Oh, l'Union européenne aussi. Mais permets-toi de le dire, que même si la formule nous parle, de grands empires, eux aussi plaident pour l'unité dans la diversité. Et des empires autoritaires d'autrefois ou d'aujourd'hui considèrent qu'ils sont la meilleure, ou qu'ils ont été la meilleure incarnation de l'unité dans la diversité. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans un empire et qui peut y avoir dans une communauté et une démocratie sauvegardée? Les lois. Et on ne peut pas autrement sauvegarder l'unité dans la diversité si on ne commence pas par là. Je crois qu'il faut le souligner. Alors, dans ces réponses, dans ces ressources possibles, on l'a évoqué tout à l'heure, j'y reviens rapidement, la reconstruction. C'est très difficile, les conditions économiques sont réunies ou pas, mais dans tous les conflits que l'on a pu examiner, la capacité de reconstruction après les drames est exceptionnelle. Alors, il y a l'approche du Cambodge qui vient d'être évoquée, il y en a 36 autres, mais à la fin des fins, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre et qui permet aux victimes, à toutes les victimes, parce qu'à la fin des fins, même les bourreaux se disent victimes ou se croient victimes, dans une espèce d'alibi général, qui est un flou toujours très difficile à gérer à la fin d'un conflit, eh bien, malgré tout, regarder au-delà de sa souffrance, réelle ou prétendue, pour avoir un regard qui va au-delà de la haine recuite, de la douleur sans fin, eh bien, la reconstruction sous les différentes formes, les projets à mettre en route, c'est encore par là que l'on peut essayer de reprendre. La justice transitionnelle, très vite. Il y a une difficulté européenne, même si c'est en Europe que les choses ont été fortement poussées, parce que l'Union européenne, recrue de conflits, effectivement,
a tenté, depuis le milieu du siècle dernier, d'échapper à la fatalité de la guerre. Et l'idée d'y revenir ou de se réaccoutumer à des formes de violence dont elle pensait que c'était une étape franchie dans l'histoire. Bon, il y a eu les drames de la décolonisation, mais il n'y a rien à faire. On l'a vu dans l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. J'ai suivi ça de très très près. C'était trop pénible, enfin, même d'y penser. Et donc, d'énormes maladresses et un long apprentissage. Bon, petit à petit, les choses avancent, mais il faut admettre que ça a été difficile. La communauté internationale, on l'a beaucoup invoquée. Elle s'est affaiblie, je suis obligé de le constater. Quelles sont les conférences internationales qui marchent aujourd'hui? Vous n'en avez plus. Vous avez des bouts de conférences, vous avez des rencontres. L'accord sur l'Iran, il a fallu 13 ans pour y arriver. Il est crucial. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? Le risque d'un dérapage qui paraît presque irréversible. Donc, on est dans un système extraordinairement hésitant, parce qu'on passe d'étape en étape. L'idée de prendre une affaire, il y a eu beaucoup de conférences internationales. Enfin, le système international tel qu'il est, il repose encore sur ces conférences. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile d'arriver. Et donc, cette idée d'avancer pas par pas, coup par coup, sujet par sujet, est également liée à la surinformation, à des dirigeants politiques qui tous les jours doivent prendre position. Et quand vous faites une conférence internationale, si vous avez à faire une déclaration tous les jours, vous ne faites pas de conférence internationale ou vous n'arrivez jamais à un résultat. Il y a des impossibilités, je dirais presque mécaniques. Bon, il faut vivre avec. Simplement, il faut admettre qu'il y a une montée de l'irrationnel par l'hyperinformation, par la chute des grandes normes et par le fait qu'on est dans un système international qui a repris un caractère obésien, de rapport de force. Et donc, tout le monde en tire parti, petitement ou grand format. Et donc, l'éclatement des procédures de négociation est une réalité avec laquelle il va falloir apprendre à continuer à vivre dans un processus de transition longue. Mais, et là, je reprendrai des termes qu'utiliserait Mireille Delmas-Marty, il n'en faut pas moins travailler constamment à la réaffirmation de l'indérogeable. Tout ceci peut s'oublier, peut se mettre de côté. Les règles élémentaires du respect de la dignité de la personne, on peut trouver toutes sortes d'invocations, mais en faire quelque chose, une référence immédiate, actuelle et constante, est un point de repère indispensable. J'ai évoqué des réponses possibles. Je voudrais terminer en disant que l'une des leçons de ce colloque, c'est qu'il faut, et c'est ce que nous avons fait par ces nombreuses et très riches interventions, il faut aller plus profond, il faut aller chercher plus loin. Et un terme est revenu à plusieurs reprises, l'empathie. Par expérience aussi, je pense à certains moments dans les interminables négociations au Proche-Orient, l'un des points clés dans la sortie d'un conflit, c'est quand chacun des protagonistes accepte de prendre en charge, d'admettre la douleur de l'autre. Il y a là quelque chose qui se passe. Pour un instant, pour être oublié le lendemain, mais il y a des moments comme cela qui sont l'œuvre commune où celui qui se dit plus victime que les autres admet quand même que ce qui s'est passé a été terrible pour l'autre. Là, on commence à travailler et on n'est plus dans le registre simplement du juridique et autres, mais c'est un élément clé dans un travail. Et en ce moment même, entre Russes et Ukrainiens, c'est un drame de 1000 ans, si l'on veut. Et croyez-moi, j'en suis à la 107e session, et on n'y arrive pas, et les injures sont toujours là, mais le simple fait qu'on se parle est quand même une façon d'admettre qu'il faut se parler. Je vais au-delà avec Paul Ricoeur, qui a été cité par Antoine Garapon quand il a parlé de l'incognito du pardon. Il y a la partie de l'incognito dans la pratique, parce qu'on préfère ne pas trop dire, mais on fait. Il y a aussi tout ce qui peut se construire. Et là, je ne peux que recommander les 100 dernières pages de Mémoire, Histoire, Oubli sur le thème du pardon, qui sont des pages exceptionnelles, d'une actualité totalement pertinente aujourd'hui.
Je rappelle que d'ailleurs Ricoeur travaille et réfléchit, mentionne très précisément toute l'expérience de Mandela, la commission Vérité et Justice, et cet ouvrage de 600 pages, assez rude, mais encore une fois, on peut aller vers la partie plus politique liée à la mémoire et à l'oubli, se termine par cette phrase: à la fin des fins, tout peut se ramener à une formule: tu vaux mieux que tes actes. L'homme capable est au-delà du pire des drames qu'il a pu commettre. Et s'appuyer et reconstruire sur cette expression « tu vaux mieux que tes actes », ça veut dire qu'à la fin des fins, pour y aller vraiment, il faut être capable de se le dire à soi-même et qu'on entre dans un travail d'échange, de reconstruction et de reconnaissance de l'autre. Dernier ouvrage de Paul Ricoeur, Parcours de la reconnaissance. Je crois qu'il y a là quelque chose de très fort et de très actuel. Et je ne développe pas, mais vous savez combien chez Ricoeur l'importance du récit. Alors oui, Laurent Larcher soulignait la nécessité de la vérité crue. J'ai simplement une précaution. Dans le monde actuel, avec tout ce qui déferle sur la toile, montrer la mort la plus crue est devenu quelquefois un jeu et une espèce de perversion, et on l'a vu avec Daesh et ses épouvantables exécutions, mais aussi une forme d'abominable divertissement maladif. C'est pour ça qu'à la fin des fins, autant la nécessité de la vérité la plus brutale est toujours là, parce qu'elle est irremplaçable, en même temps, il faut savoir vers quoi on diffuse dans un monde tellement étrange et manipulable que ça va nous obliger à peut-être s'interroger. Alors, je terminerai par ce que soulignait à nouveau Jacques Semelin, le respect des morts. Je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement fort. Bon, ben, on remonte à Antigone, qui met sa vie en jeu pour que les deux frères ennemis aient droit à une sépulture. Mais oui, je crois qu'il faut retenir la formule, la réhumanisation des morts. Elle est très importante dans tous les registres. Il faut utiliser tous les registres. La question des disparus, je l'ai vu dans de nombreuses sorties de conflits, est terrible. En Ukraine, aujourd'hui, 4 ans après la fin du conflit, on commence à peine à travailler sur la question des disparus. Alors, on est en Europe, certes, mais l'Ukraine est le pays le plus miné dans le monde, avec l'Afghanistan et avec l'Irak, précisément. On est en Europe. Chaque mois, des enfants sautent sur des mines. Eh bien, on n'a pas encore réussi, dans cette situation où il y a en principe un cessez-le-feu qui n'est pas vraiment respecté, à aborder la question des disparus. On commence à faire parce qu'on passe avec la Croix-Rouge qui travaille bien, mais qui a besoin de l'engagement de toutes les parties. Donc, je crois que ça fait partie, cette réhumanisation des morts, ça fait partie de l'empathie qu'on a évoquée. Et là, on peut repenser au Perse d'Échille. Échille, auteur grec à Athènes, aide ses concitoyens à prendre la mesure de la douleur des Perses, et y compris la douleur de leur mort. Donc, je pense que là, il y a un certain nombre de chemins que nous avons retrouvés et qui vont pouvoir conduire la suite. Je termine en disant, je crois que nous avons appris à mieux poser un certain nombre de questions. Il faut aider inlassablement tous les protagonistes à mieux maîtriser la violence qui est en chaque homme et que, d'une certaine façon, la citoyenneté à laquelle nous croyons tous est encore à inventer. Merci.